du coup l'industrie, l'Union des industries chimiques. Est-ce que vous savez, est-ce que ça vous parle? On en a discuté tout à l'heure, mais On m'entend pas. C'est mettre en relation les besoins et des entreprises et des jeunes qui arrivent justement dans le monde du travail. c'est une partie de notre activité. L'Union, c'est une organisation patronale. Donc on est amené à représenter les patrons de la chimie, en fait les entreprises de la chimie, auprès des, je dirais, des pouvoirs publics, vos interlocuteurs de demain dans les entreprises, qui peut être l'ADREAL, l'inspection du travail, la CARSAT, le ministère. Donc tout ça, on est amené à intervenir et on les représente puisqu'on est la branche professionnelle de la chimie. On intervient aussi sur la formation. On peut être amené à travailler avec les universités. On peut être amené à travailler avec je dirais les écoles, les collèges, les lycées. On est présent partout. Ça, c'est notre rôle de promouvoir nos métiers, les métiers de la chimie. Et puis, on est un soutien privilégié, vraiment le soutien aux entreprises et aux dirigeants. Donc là, notre cœur de métier, ça a été le juridique et le HSE, tout ce qui est hygiène, sécurité, environnement. Et ça s'est au fur et à mesure étendu. Et on devient RH avec cette mise en relation entre les jeunes et les entreprises, les aider dans leur recrutement, leurs problématiques RH, ce que j'expliquais tout à l'heure, ce qui est mon métier. Voilà. Il y a des gens qui les aident aussi, partie finance, projet, numérique, outre le juridique, le HSE, qui sont le cœur de métier d'un patronat, je dirais, d'une union patronale à la base. À côté de moi, il y avait la métallurgie, on en a discuté un petit peu pour certains. C'est aussi ça, ils ont l'union, je dirais les organismes patronaux ont cette casquette d'être les interlocuteurs et en même temps des pouvoirs publics et en même temps un soutien auprès des dirigeants sur des problématiques qui sont liées au cœur de métier. Et avec le temps, ces problématiques, elles augmentent, donc on est de plus en plus nombreux sur des problématiques et des sujets des entreprises. Alors, je voulais vous présenter un petit peu la chimie en Normandie, pour que vous ayez une vision un petit peu du secteur d'activité sur lequel vous vous lancez. Parce que quelquefois, on part dans un secteur, on se dit « Oh, ça m'intéresse », mais on ne sait pas trop ce qui se passe réellement sur notre région. Et est-ce que c'est un secteur porteur ou non? Parce que c'est toujours ça de se poser la question, et c'est ce qui est toujours intéressant. Sachez que c'est un secteur porteur, surtout en Normandie, puisque c'est 230 établissements sur la Normandie, hein, donc 230 entreprises qui font de la chimie en Normandie. Un tissu d'entreprise qui est très diversifié. On verra après nos secteurs d'activité, mais on en parlait. 65% des entreprises ont moins de 50 salariés. Donc vous connaissez tous Exxon, Total, Chevron, mais il y a plein d'autres entreprises qui sont aussi intéressantes, où il y a une valeur ajoutée et qui sont dans notre tissu économique. C'est 13 000 emplois directs, mais ce qui est impressionnant, c'est 40 000 emplois indirects. Les emplois indirects, c'est quoi? C'est tout ce qui est de sous-traitance, intérim. Donc les personnes qui interviennent dans les entreprises, mais qui ne sont pas salariées par l'entreprise, qui sont salariées par des sociétés de prestations extérieures. Donc vous voyez, il y a du travail. Alors c'est le premier secteur industriel exportateur de la région. Donc c'est quand même important, c'est 20% des exportations régionales au niveau de la chimie. Donc vous voyez, on a quand même une forte représentativité, on est quand même très présent sur le secteur. Alors, ce qu'on parlait des spécialités, quand même c'est 80% de la production française d'additifs et d'huile. Donc ça c'est vraiment le cœur de métier de la Normandie. Donc 40% de la production européenne. Donc vous voyez, quand je vous dis qu'on est vraiment une région de la chimie, on le voit bien par ces chiffres. C'est 50% de la production française de matières plastiques et d'élastomères, 25% de la production française d'oléfines. Donc on est vraiment très présent en Normandie. On est le deuxième sur la partie pharmaceutique, l'industrie pharmaceutique, même si l'UIC en tant que tel ne représente pas la pharmaceutique. C'est quand même intéressant de savoir que c'est la deuxième région, la première étant le Rhône-Alpes, qui est vraiment une grosse région dédiée à ça.
il y a 30% de la production de biocarburants, donc toutes les nouvelles, je dirais tout ce qui est aujourd'hui biosourcé, ce qu'on entend beaucoup parler, hein, le bio. Et puis le premier producteur européen de fertilisants. Donc voilà comment est représentée au niveau de nos spécificités la région. Donc quand même on est une industrie de pointe, on peut parler de pointe puisqu'on a des spécificités très particulières et on est vraiment des spécialistes. Alors c'est aussi la Normandie, on a investi beaucoup. En Normandie vous allez retrouver beaucoup de R&D, de recherche et développement. Il y a quand même eu plus de 2 milliards d'euros investis depuis 2010 pour augmenter les capacités de production, c'est-à-dire que soit les entreprises s'agrandissent, soit on optimise la production pour être plus performant. C'est 11% des investissements consacrés à la réduction de l'impact environnemental, notre grosse problématique aujourd'hui. On parlait de l'ADREAL, hein, tout ce qui est environnement, eau, c'est une des grosses problématiques. Il demande beaucoup d'adaptation et de plus en plus la chimie va être obligée de s'adapter. Il n'y a pas que la chimie, hein, il y a beaucoup de secteurs industriels, dont la chimie. Il va y avoir tout ce qui va être amélioration de l'outil industriel, les équipements, les bâtiments. Le numérique arrive, il faut s'adapter aux nouvelles technologies. Et on parle de pénibilité, vous avez peut-être entendu parler. La pénibilité, c'est un grand sujet. C'est très compliqué en entreprise, surtout sur des métiers qui sont des métiers de production. Maintenant, il faut aussi s'y adapter puisque ça donne des pénalités, des impacts très importants pour les entreprises. Et puis, il y a 52%, ça représente 52% des investissements. Et il y a tout ce qui est implantation de nouveaux équipements, de nouvelles entreprises. On en parlait, Olvea, qui est un groupe, le groupe Olvea, où tout à l'heure il y a une offre, il y a plusieurs offres. Ce groupe est en train de monter une entreprise sur Fécamp, à côté de Fécamp. Donc ils sont en train de s'agrandir, ils ont déménagé, ils s'agrandissent et ils vont être présents sur un plus gros site. Donc c'est un vrai challenge et des belles opportunités aussi pour vous, sur des sociétés comme ça qui sont qui se créent. Oh, c'est pas très grave. Vous m'arrêtez, hein. Franchement, n'hésitez pas. C'est un acteur important dans la formation et l'emploi en région. Alors, on est surtout, alors à Caen, il y a beaucoup de choses. À Rouen aussi, au Havre. C'est 1000 embauches depuis 2015 en Normandie, ce qui n'est pas rien. Hein. Quand on entend que le marché il est compliqué, qu'à la sortie des études, vous avez du mal à trouver des emplois. En chimie, c'est vraiment un secteur qui est porteur. Et 1000 embauches depuis 2015, c'est quand même sur la région, c'est quand même important. Pour 230 établissements, hein. Donc il faut revenir par rapport aux établissements. C'est un ancrage important, territorial qui est important avec le réseau des lycées des métiers de la filière de la chimie. Il y a l'INSA Rouen et puis aujourd'hui il y a Caen. On était moins présents, mais on va venir de plus en plus vous voir. Et c'est plus de 300 alternants accueillis chaque année en Normandie dans les entreprises de la chimie. C'est quelque chose qui se développe de plus en plus et dont les entreprises aiment beaucoup parce qu'ils peuvent les former et derrière c'est un moyen de recruter. En CDI derrière parce qu'ils ont investi 2-3 ans sur la personne et derrière c'est vraiment une nouvelle façon d'embaucher et d'être sûr que la personne rentre par rapport à leurs attentes. C'est aussi une industrie du futur, c'est-à-dire que c'est une industrie qui est toujours obligée de s'adapter, d'innover. Il y a 10% de sa valeur ajoutée investie dans la R&D, c'est ce qu'on disait, tout ce qui est innovation et R&D, c'est très présent. Il y a beaucoup de centres d'innovation et de R&D au niveau de la Normandie, au sein des structures, des entreprises, ce qui est une chance qu'on ne retrouve pas forcément dans tous les secteurs d'activité. C'est un écosystème R&D dédié dans la chimie, c'est une niche, c'est-à-dire qu'on parle d'économie circulaire, de biosourcé, donc ça, la Normandie est très présente sur ces nouveaux domaines et vous allez en entendre parler, je pense, pendant vos études, puisque c'est vraiment les grands sujets aujourd'hui au niveau des ministères. Et puis on a tout ce qui est développement numérique, avec la réalité augmentée, le big data, la maintenance prédictive. Alors ça, c'est le changement de demain et les entreprises commencent à s'y adapter et à s'y mettre, puisqu'on est obligé d'évoluer aussi par rapport à ça.
Alors là, c'est important, moi, dans ma présentation, ce qui était important, c'est sympa hein, de parler les chiffres, tout ça, mais c'est aussi de vous montrer ce qui va se passer demain un petit peu dans vos métiers, donc les métiers de la chimie, les compétences qu'on va avoir, les évolutions des métiers, en partant de l'opérateur jusqu'à l'ingénieur. Et vous allez voir que on a une image, mais celle-ci, elle va vraiment évoluer, elle va changer, tant mieux. Hein, mais ce qu'on va attendre de vous, ça va être aussi savoir s'adapter. Outre un savoir-être très important dans les codes de l'entreprise, mais c'est aussi savoir s'adapter, chose que peut-être qu'avant on avait beaucoup moins. Un ingénieur pouvait faire 40 ans dans sa même entreprise en étant ingénieur procédé. Je ne pense pas que demain ça sera le cas. Alors on va attendre beaucoup sur la polyvalence. En fait, on va être plutôt sur la partie production, où on va avoir des opérateurs qui vont être vraiment multifonctions. C'est-à-dire qu'ils vont vraiment avoir plusieurs postes de travail, où ils vont piloter des systèmes avec plusieurs postes de travail. C'est là où rentre le numérique, bien sûr, où on va être sur du pilotage de systèmes avec plusieurs lignes de production. Ça, c'est avant tout aussi une logique d'optimisation des coûts, parce que vous savez qu'en France, c'est une grosse problématique, ça coûte cher un salarié. Et une machine, quelquefois... alors, je ne sais pas si vous avez vu, ça a été, voilà, il y a eu un envoyé spécial qui a fait un joli reportage sur le numérique demain et la place du numérique et de l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si vous avez eu... allez jeter un coup d'œil, ça fait peur. En même temps, on ne sera pas tous remplacés par un robot. Enfin, j'espère, mais j'en suis convaincue. Par contre, on travaillera différemment et on travaillera avec eux. Voilà. Mais vous entendrez que c'est génial les robots parce que ça coûte cher l'investissement, mais après ils font pas grève, ils sont là tous les matins, ils sont jamais absents. Bon, en même temps, ils peuvent tomber aussi en panne. Une polyvalence qui peut se traduire par des multispécialisations. Donc contrairement à avant, là on va être vraiment sur peut-être que ce que je disais, hein, vous pouvez faire plusieurs postes en même temps. On va vous demander des spécialisations en même temps. Donc avoir une capacité à connaître plusieurs champs de compétences. Voilà. Moi je suis RH, on pourrait me demander de faire des services généraux. Voilà, parce qu'on va optimiser et puis on a besoin de partir en disant on a besoin de réorganiser, d'optimiser et organiser les choses. Alors c'est pas forcément mon domaine, mais on va dire c'est un petit peu lié, donc je vais aller faire un peu de compta, gestion de services généraux. Voilà. Ce qui est important à retenir, c'est que là les métiers vont évoluer, ça, on va demander plus de polyvalence, mais même aux ingénieurs, c'est ça qu'il faut retenir. Donc le technicien et l'ingénieur, on parle toujours polyvalence, on se dit oui c'est l'opérateur de production, moi je fais des études, je vais être dans ma branche. Non, vous aussi demain on va vous demander de vous adapter et d'être vraiment des personnes avec de la polyvalence. Accepter d'être sur 1, 2, 3 postes et vous adapter par rapport à ça. Ça sera votre force de demain. Alors c'est la même chose, on va avoir des compétences de plus en plus élevées. C'est vrai qu'aujourd'hui, on nous demande, on dit souvent, le petit exemple que je prends, c'est souvent en maintenance. J'ai travaillé 10 ans dans l'industrie métallurgique. Quand je suis arrivée en 2007, j'avais un responsable maintenance qui avait 55 ans, qui était plus proche de la retraite que de son début de carrière, et qui me disait « Oh là là, Clémence, moi, je comprends plus rien. » Quand je suis rentrée, moi, dans la maintenance, on recrutait au CAP, on avait des vrais mecs. Des mecs qui savaient ce qu'ils faisaient. Bon, ok, moi, j'entendais. 10 ans après, s'il fallait le bac pro. 10 ans après le bac pro. Et puis là, on avait des mecs, ils étaient quand même moins bons que mes CAP. Ok, bon. Et là, tu te rends compte, il faut qu'on recrute au BTS. Alors je dis, c'est peut-être les niveaux qui baissent. Qu'est-ce que je demandais? Je posais mes questions, parce que bon, j'étais un peu étonnée. Mais non, ce sont les compétences aujourd'hui qu'on a en entreprise, en maintenance, ce qui demande dans la technicité qui fait que ça évolue. C'est non-stop en évolution. Alors peut-être que les niveaux, on entend que les niveaux baissent, peut-être que ça a baissé, mais les attentes des entreprises évoluent aussi. Et les compétences des entreprises évoluent. Et donc ça, c'est important. C'est pas d'aller, on discutait tout à l'heure, c'est pas d'aller forcément vers un bac plus 5,
parce qu'il n'y aura pas de la place pour tout le monde sur un bac plus 5. Si tout le monde a un bac plus 5, forcément, à un moment, il y a un engorgement. Mais c'est aussi savoir ce qu'on a envie de faire. Une licence, c'est peut-être avoir les mains un peu plus dans le cambouis, sans vraiment l'image, mais d'être plus opérationnel. Ça porte son nom, technicien, mais plus sur l'opérationnel. Ingénieur, quand on continue sur les masters, c'est plutôt avoir des postes où on va être plutôt dans la réflexion, la recherche et développement, les procédés. Donc on va être moins terrain, moins les mains un peu... et c'est ce que je disais, c'est se poser la question à un moment, quand on arrive en DUT ou en licence, qu'est-ce que je veux faire là, par rapport à ça? C'est pas qu'on est moins bête, c'est pas que... C'est un choix personnel. Après, ce que j'expliquais, ça n'empêche pas, on peut reprendre ses études aujourd'hui. À 40 ans, il y en a plein qui reprennent leurs études, qui continuent parce qu'ils ont envie d'être ingénieurs. C'est un choix. Maintenant, les entreprises aussi ont l'obligation de former tout au long de leur vie, les salariés, donc ça peut être aussi un parcours de formation avec l'entreprise. Mais vous, posez-vous la question, est-ce que j'ai envie de continuer ou est-ce que j'ai envie aujourd'hui de connaître le terrain, j'ai envie d'aller voir ce que c'est, j'adore le labo, et finalement, est-ce que le bac plus 5 m'apportera plus pour aller gratter dans un labo? Voilà, c'est à vous de vous poser la question. Et je pense que ça, c'est une réflexion à avoir. Même si les compétences sont de plus en plus élevées, on va demander beaucoup plus de choses au niveau de nos métiers, surtout à partie production. Vous m'arrêtez, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis tout ce qui est l'émergence de nouvelles compétences. C'est ce qu'on expliquait, ça c'est un petit peu dû avec tout ce qu'on va nous demander. Les ingénieurs au niveau environnement, énergie, tout ce qui est énergie. Alors l'énergie, c'est un grand sujet dans les entreprises. Je pense qu'ici aussi, c'est un grand sujet. Les économies d'énergie, c'est assez important parce qu'on demande de plus en plus aux entreprises ou aux facs, mais on va demander de plus en plus à l'individu aussi de regarder comment on peut réduire l'énergie produite. Mais sauf que quand vous travaillez en 24 sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, et ben là, il faut réfléchir à comment je peux réduire mes coûts en énergie. Donc ça va être des nouveaux métiers qu'on va voir apparaître dans les entreprises pour pouvoir répondre à ces demandes. Va y avoir tout ce qui est superviseur de travaux. Alors là, c'est un petit peu moins, ça vous concerne un peu moins, mais c'est intéressant de le savoir, c'est avec la maintenance. Aujourd'hui, il y a beaucoup, on entendait, je ne sais pas si vous avez retenu combien il y avait d'emplois en sous-traitants, c'est-à-dire d'emplois indirects dans les entreprises normandes. Mais on va avoir des gens qui vont être là pour coordonner leurs interventions. Donc ça va être aussi bien en maintenance, mais ça peut être sur tout type de métier. Voilà. Et puis, à la chimie verte, on en parlait, tout ce qui est bio. Même en chimie, on parle du bio. C'est quand même sympa. La chimie verte, on va avoir des demandes différentes de vos compétences. Les matières végétales, choses qu'on abordait avant, mais je pense qu'aujourd'hui vont être essentielles. Et si vous avez des bonnes connaissances, ça va être très intéressant pour vous. Tout ce qui est biochimie, la chimie du sucre, des lipides, des protéines, ça c'est important. C'est demain. Ça s'oriente parce que c'est la demande aussi de nos gouvernements. Donc il faut qu'on arrive à s'orienter vers ces chimies-là. Tout ce qui est biotechnologie industrielle, et puis des compétences en éco-conception, valorisation de l'énergie et le recyclage, ça revient un petit peu à ce qu'on disait, optimiser l'énergie produite. Et les métiers de data science, c'est tout ce qui est big data, alors ça va évoluer. On aura peut-être beaucoup plus de choses où on va avoir besoin de gens qui sont très forts en mathématiques et qui vont réussir à analyser des données très très vite pour pouvoir optimiser. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les données recueillies qu'on va reprendre suite à des analyses de procédés, des analyses, etc., eux vont réussir à les analyser très vite pour être de plus en plus performants. Voilà, donc moi j'ai fini ma petite présentation. J'espère qu'elle a été claire et que ça vous a donné un peu plus de vision par rapport aux métiers sur lesquels vous allez évoluer demain. Et puis, voilà, j'attends vos questions, si vous en avez, mais j'espère. Je voudrais ajouter qu'avec Madame de Sagazan, c'est un plaisir pour le modérateur qui se retrouve un petit peu au chômage technique. Mais la présentation concordait tout à fait avec
les objectifs qui étaient fixés par cette conférence. Et c'est vrai que place aux questions, profitez de ce moment privilégié pour poser vos questions. Madame de Sagazan saura très certainement y répondre. Alors, juste avant les questions, moi j'ai 2-3 conseils à vous donner, je les donne à chaque fois en conférence, qui sont importants pour moi en tant que RH. Alors vous allez rencontrer plein de générations dans les RH, il y a maintenant plein de façons de voir les ressources humaines, mais alors il y a le savoir-être. Aujourd'hui, il faut savoir que dans une entreprise, ça représente pratiquement 70% de l'embauche, le savoir-être. On dit maintenant, si j'ai quelqu'un qui a un bon savoir-être, tant pis, la compétence technique, je continuerai à lui apprendre. Retenez ça. Et c'est quoi un bon savoir-être? Pour vous, c'est quoi le bon savoir-être? Les codes de l'entreprise. Ça va être la politesse, la façon d'écrire, de ne pas faire de fautes de français, d'être à l'heure, oui, voilà, c'est ce genre de choses. Oui, donc il y a la ponctualité, ça c'est très important, la politesse, le respect, le français, et ça c'est vraiment important, parce qu'aujourd'hui, que ça soit tout niveau, hein, les fautes on les voit à tout niveau. Alors les fautes d'inattention, tout le monde en fait, je suis la première à en faire, mais alors les grosses fautes de français, ça fait pas très bien quand même. Donc ça c'est vraiment important et c'est un plus pour vous aussi demain. Si je peux me permettre, c'est une petite note d'humour, mais le français aujourd'hui, chez certains étudiants, est leur première langue étrangère. Donc il faut être parfaitement bilingue. Non, l'écriture texto passe pas très bien en entreprise. Il y a aussi la notion d'absentéisme. Je sais qu'à la fac, j'y suis passée, hein, on prévient jamais quand on vient pas, parce que de toute façon c'est la fac, on prévient pas. Même quand on est en retard, ça dépend des élèves, ça dépend du système de la fac, mais même quand on a un quart d'heure, 20 minutes de retard, on se dit bon c'est pas grave, j'arriverai, je me ferai discret et puis je me mettrai au fond de la classe, on me verra pas. Sauf que dans une entreprise, ça marche pas. J'ai un quart d'heure de retard, je préviens que je vais avoir un peu de retard à mon employeur parce que vous savez qu'au bout d'un certain nombre de retards, il peut vous remercier, hein, gentiment, vous disant bah merci, mais moi, quelqu'un qui est tout le temps en retard, parce que je travaille en 5-8, parce que je travaille en 3-8, puisque demain c'est un petit peu ce que vous allez retrouver dans vos métiers, hein, des horaires pas toujours à la journée, des horaires décalés, même en tant qu'ingé, même en tant que technicien, vous pouvez être en horaire décalé, il faut vous le dire aussi. Un quart d'heure de retard, ça peut avoir un impact. Et puis l'employeur, il peut en avoir marre de vous payer un quart d'heure par un quart d'heure par un quart d'heure, ou même si vous le déduit, vous réagissez pas, vous serrez la main et puis vous dire j'en trouverai un autre qui sera toujours là et toujours présent et qui me préviendra. L'absentéisme, c'est pareil. N'oubliez pas qu'il faut prévenir quand on est absent. En entreprise, on peut être remercié aussi parce qu'on est absent. Et on n'a pas justifié son absence. Donc c'est des petites choses de retenir. Et puis il y a l'attitude. Vous arrivez en entretien, vous gardez votre manteau, on va se dire, il veut déjà partir. Donc voilà, c'est des petites choses. Vous avez les mains dans les poches, vous arrivez hyper cool, là, à la mode. Non, ça aussi, les anciennes générations, alors là, ils vont vous regarder, ils vont dire, ils sont tombés où moi, c'est pas ce que je recherche, quoi. Il n'a pas l'air sérieux. C'est toutes ces petites choses cumulées où votre attitude va faire la réussite aussi. Même en entretien. Pensez que votre attitude en entretien va faire le reflet que vous allez donner au niveau des ressources humaines, du technicien, de l'ingénieur qui vous reçoit. Voilà, donc ça c'est très important. Et moi j'insiste souvent parce que je dis c'est 70%, c'est énorme 70% de l'entretien. Donc pensez-y. Après je pense que vous avez des moyens d'y travailler, d'avoir des gens qui peuvent vous aider. Mais vraiment, dites-vous que c'est très important aussi bien dans vos recherches de stage qui vous aideront pour vos recherches d'emploi. Et ça j'insiste parce que c'est dommage d'avoir des difficultés à trouver. Déjà, c'est pas toujours facile de trouver son stage, mais en plus, si on se rajoute ça, c'est encore plus compliqué. Et est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que du coup, dans votre présentation, vous avez parlé surtout de production, mais est-ce qu'il y a des entreprises avec vous qui travaillent plus sur la qualité, par exemple qualité de l'eau, qualité, des contrôles, dans les analyses
chimiques un petit peu, oui. Oui, j'ai parlé plutôt production, mais nous, on rentre ça dans la production, en fait, dans nos termes génériques. C'est-à-dire quand, par contre, vous avez des entreprises, et bien sûr, aujourd'hui, beaucoup d'entreprises font leurs propres études, ont leur laboratoire, des laboratoires pure chimie par rapport à leur activité, mais des laboratoires d'analyse aussi de l'eau environnementale, puisqu'il y a les obligations, comme on disait, de rendre des comptes au niveau des instances publiques. Donc, et ça, vous allez le retrouver aussi dans des industries comme la métallurgie. Je travaille 10 ans en métallurgie. Nous avions notre propre station d'épuration puisqu'on était dans l'obligation d'en avoir une. Et il y avait tous les jours les prélèvements, l'analyse qui était réalisée sur place pour pouvoir donner les résultats en cas de contrôle. D'autres questions ? Alors, si la conférence se termine, bien évidemment, elle continue, je dirais, de vive voix et en aparté avec Madame de Sagazan à son stand. Vous pouvez la rejoindre et évoquer peut-être des aspects plus personnels et qui ne concernent pas d'autres personnes. Madame de Sagazan, je vous remercie. Je vous remercie de nous donner la parole. Non, toujours... parce que votre présentation était limpide et je pense que les étudiants en ont tiré grand profit, d'autant qu'ils sont vraiment dans le cœur du secteur d'activité avec leur formation. J'en profite donc pour vous dire, si vous êtes intéressé, qu'il y a une troisième et dernière conférence à 16h, là plutôt généraliste, touchant la fonction cadre. Qu'est-ce qu'un cadre aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on réclame d'un cadre? Quelles sont les possibilités d'embauche finalement pour un cadre aussi aujourd'hui et demain? Voilà, donc à 16h.